Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Pop Tier. Comment ça va Thomas? Ça va super, très content de parler de ce film et d'être à 3 puisque nous sommes 3 aujourd'hui. Et oui, on est avec Sylvain qui était avec nous pour John Wick 4 et qui est de retour pour ce film-là. Comment ça va Sylvain? Bah, très bien, très content d'être avec vous à nouveau pour discuter d'Oppenheimer. Nous aussi. Mais avant de lancer l'épisode, on vous réexplique le concept de Pop Tier pour ceux qui nous écoutent pour la première fois. Dans l'émission, on liste toute la pop culture, du cinéma aux séries en passant par les jeux vidéo. Moi c'est Adrien et avec Thomas et aujourd'hui Sylvain, on va vous donner notre avis sur toutes les sorties du moment avec un épisode toutes les 2 semaines. On classe les œuvres dans 4 catégories, scénario, réalisation, acting et design, et on attribue à la fin une note de S à D afin de les intégrer dans notre tier list. Et Thomas, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs ce qu'est une tier list? Ouais, une tier list c'est assez simple, c'est un classement, en général c'est subjectif, et nous on a décidé de classer tout ce qu'on voit et tout ce qu'on joue dans l'année dans une tier list, et l'idée c'est qu'il y a 5 notes qui sont possibles. S c'est excellent, A c'est très bon, B c'est bon, C c'est moyen, et D c'est mauvais. Et avant de se lancer dans l'épisode, on vous invite à mettre des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Sur Apple Podcast, il vous suffit de vous rendre sur la page de l'émission Pop Tier, d'aller tout en bas et de mettre des étoiles avec un petit avis. Sur Spotify, vous pouvez mettre des étoiles tout en haut de la page de l'émission. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à Pop Tier sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Ça nous aide énormément pour nous faire connaître. Et on est aussi présent sur Dailymotion et sur YouTube. Bon, maintenant qu'on a tout dit, on va parler de quoi Thomas aujourd'hui? On parle bombe atomique, fission nucléaire et communisme avec Oppenheimer. Allez, c'est parti. Alors Oppenheimer, c'est quoi? C'est le nouveau film de Christopher Nolan avec Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon ou encore Robert Downey Jr. Le film est sorti le 19 juillet 2023 en salle. Et Thomas, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé avant qu'on se lance dans les notes? Oui, très rapidement, c'est un biopic. Du coup, on va suivre les aventures de J. Robert Oppenheimer, qui est un scientifique très lié à la physique quantique, etc. Et qui, juste avant la Seconde Guerre mondiale et un peu après, va se mettre en tête de développer quelque chose qui relève d'une bombe atomique, comme on le verra par la suite en 1945. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que l'armée va beaucoup s'intéresser à son programme et créer le programme Manhattan, le projet Manhattan, qui va aboutir à ce qu'on sait. Et c'est un film qui est sur une timeline non linéaire, c'est-à-dire que le film va faire des sauts de puce dans le passé d'Oppenheimer, dans son futur, etc. Et va aussi mettre en opposition la vie d'Oppenheimer, son plus ou moins procès, et les auditions de l'ancien directeur de l'agence nucléaire américaine qui va devenir ministre et qui va être interrogé au sujet de ce que Oppenheimer a fait. Et donc ça va donner un film qui est à la fois un film biographique, un film de procès, et un film quelque part qui est un peu la somme de beaucoup de choses du côté de Christopher Nolan. Très très bien résumé parce que c'est très dense, c'est quand même un film de 3 heures, on le rappelle, donc préparez-vous en allant au cinéma, passez aux toilettes avant. Oui. Ce qui a été le cas justement de beaucoup de gens, moi dans la séance, il y en a beaucoup qui se sont levés et qui sont revenus, ils n'étaient pas prêts. On peut commencer par toi Sylvain, t'en as pensé quoi toi du scénario, de cette construction à la Nolan évidemment, voilà, en plusieurs timelines, est-ce que c'est justifié, est-ce que ça vaut 3 heures, voilà, vas-y. Bah oui, moi de mon point de vue, ce qui est vraiment intéressant, c'est justement ce qu'apporte Nolan en fait dans le biopic. On sait que Nolan construit rarement ses films de manière linéaire. Ça lui permet de faire des échos entre des scènes, de faire parfois même intervenir des scènes qui vont se dérouler plus tard, mais un peu en avance. Enfin, ce genre de choses. Et je trouve que là, ça marche assez bien parce que par ailleurs, quand on connaît la filmographie de Nolan, ça reste quand même assez facile à suivre. En fait, le bloqueur, ça va plutôt être les 3 heures et la quantité de dialogue que la complexité de ce qui t'est montré, même s'il y a un nombre de personnages incroyables, et je pense qu'on y reviendra dans l'acting. Mais de ce point de vue-là, je trouve que c'est presque son film le plus classique dans ce qu'il a pu faire, en tout cas. Et après, pour rester vraiment dans le scénario, ce que j'apprécie aussi, c'est les thèmes. Il a pas mis de côté certains biopics sont quand même un peu consensuels, on va pas se mentir, surtout quand c'est fait par les Américains. Et là, je trouve qu'il se cache pas sur l'éthique scientifique, il se cache pas sur sentiment de culpabilité, ce genre de choses. Donc,
c'est intéressant. Le dernier tiers, qui est assez critiqué par ailleurs parfois, de ce que j'ai pu lire à côté, je Oui. le trouve pour le coup assez intéressant. On Oui. pourrait s'arrêter au bout de 2 heures, mais c'est Oui, pas le voilà. même film. C'est vrai. Ouais, c'est exactement ça. Exactement. Parce qu'il faut savoir évidemment qu'en point d'orgue, on a bien sûr le test Trinité. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il faut quand même tester cette bombe. Est-ce qu'elle fonctionne? Évidemment, à bien moins grande échelle que ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki. Mais l'idée, c'est que tout à fait, le film pourrait tout à fait se terminer là. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'on lui reproche d'être un peu long. C'est parce qu'il y a des gens, ce qui les intéresse, c'est juste le boom boom. Et là où Christopher Nolan est suffisamment intelligent, c'est qu'il poursuit. Parce que, en fait, je trouve que le film aurait été très décevant s'il s'arrêtait là. Parce que pour moi, tu ne développes pas suffisamment. Il y a un propos qui est important à avoir, je pense, sur ce film-là et particulièrement cette thématique-là. Parce que oui, c'est long. Je vais pas mentir, 3 heures, c'est très long. Mais si tu t'arrêtes là, en fait, tu ne fais pas justice, à mon avis, au sujet qu'est Oppenheimer. Je suis un peu d'accord avec vous, mais d'un côté, tu peux. En fait, c'est un film en 2 parties, vraiment. Sans spoiler, il y a vraiment donc ce côté biopic et ce côté film de procès. Et je trouve que les deux sont un peu trop séparés, même s'ils les mélangent un petit peu au niveau des timelines. Et aussi, visuellement, tu comprends à quel moment ça se passe à chaque fois. On reviendra dessus plus côté réel, mais ça, c'est sa façon de procéder. Mais je suis pas entièrement d'accord parce qu'en fait, je trouve qu'il fait beaucoup de name dropping sur la fin. Sur la partie procès, et en fait moi je m'y suis un peu perdu parce que j'ai fait ok, donc quel personnage a fait tel truc contre Oppenheimer, ok, il avait des amis communistes, mais en fait non, etc. Donc c'est assez clair et en même temps pas assez développé. Je trouve qu'il se perd un peu là-dedans aussi. Je trouve que l'impact en fait de sa création et un peu se dissout un peu dans tout ça en fait. Parce qu'en fait c'est quand même on le répète tout le temps et c'est un peu au cœur de la promo, et c'est son surnom, c'est le père de la bombe atomique, ce qui est quand même le mec le plus important de ces dernières années, en tout cas de la deuxième partie du XXe siècle. Et tu dis, ouais, mais en fait là on revient plus sur l'humain, ce qui est intéressant évidemment parce que c'est un biopic, mais en même temps c'est quand même le type qui a changé la face du monde. Et je trouve que les répercussions de son acte et de sa création sont pas assez montrées. Alors c'est une volonté de Nolan, il l'a dit aussi en interview, justement que chacun puisse se poser des questions, puisse se faire sa propre réflexion autour de ce qu'est la bombe atomique, de ce qu'est l'armement nucléaire, de ce que ça a conduit aujourd'hui dans nos vies, on le voit encore avec l'Ukraine, etc. Mais je sais pas, il y a un manque de réflexion peut-être autour de ce qu'est l'homme qui a vraiment bouleversé l'armement, qui a bouleversé la guerre, qui a tout changé en fait aujourd'hui dans notre vision du monde, quoi. Ok, c'est intéressant cette perspective parce que moi j'ai trouvé justement le film très personnel sur Oppenheimer. Peut-être un peu trop, c'est ce que tu es en train de critiquer au final, c'est que les conséquences de son acte et de sa création, alors on voit bien d'ailleurs que le film montre que ce n'est pas une création d'un homme seul. Bien sûr. Évidemment, mais c'est un film qui est, s'il fait pas partie de tous les plans, évidemment, puisqu'il y a une deuxième partie très autour du personnage de Robert Downey Jr., il est quasiment de tous les plans en dehors de ça. Et je trouve que on s'intéresse quand même pas mal à l'obsession d'Oppenheimer, à sa fascination pour ces choses-là. Il y voit de la beauté, lui. Et ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, ça va être perverti par la militarisation de cette société-là, qui va pas du tout être capable d'endiguer après 1945, puisqu'il va essayer justement de faire ça. Et quelque part, c'est l'histoire d'un créateur dont la création lui échappe en fait. Et je pense que cette troisième partie-là est importante. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure sur mon synopsis, mais le film est basé sur une biographie qui s'appelle American Prometheus de Kay Bird et Martin J. Sherwin, qui est sorti en 2005. Et évidemment, le Prométhée américain, c'est vrai que ça montre bien un petit peu ce qu'est Oppenheimer et ce qu'on essaie en tout cas de nous en dire, j'imagine, dans cette biographie et dans ce film, de fait, parce que c'est quelqu'un qu'on a mis au pilori pour sa création, pour ce qu'il a fait. Je trouve que cette deuxième partie, on va pas spoiler encore une fois, et on va peut-être pas s'attarder non plus que là-dessus, mais il y a un côté un peu téléfilm
je trouve, de films de procès. Il y a un peu, on fait dérouler tout le truc avec une certaine façon de filmer qui est très sympa. Hein. Nolan filme très bien. Un téléfilm qui aurait quand même un peu de la gueule. Mais... Un téléfilm très correct, non mais un super téléfilm. Mais en fait, tu passes d'un truc très... Non, mais en fait, tu resserres évidemment sur l'humain, tu resserres sur le truc, le montage est incroyable et tout, et c'est très bien, c'est extrêmement bien fait, il n'y a pas de souci. Mais en fait, moi, ça m'a endormi après 2 heures parce que... Et j'aime beaucoup cette partie dans l'idée, hein, mais je trouve qu'en fait, elle se mêle pas assez bien dans le récit. Je sais pas comment expliquer. En fait, à partir du moment où il décide de mêler cette partie-là dès le début du film, parce qu'en fait, tu l'as dit, il y a le passé, le futur, le présent, donc tout se mélange, comme dans tous les films de Nolan, et c'est bien mieux fait que dans Tenet, par exemple. Tenet qui était un peu à vomir là-dessus, c'était compliqué de tout comprendre. Là, au moins, c'est assez clair. Et tu dis, continue en fait là-dessus. Fais comme ça en fait, fais-le-moi tout le temps en fait. Fais-moi la partie procès, puis juste derrière la partie présent. Puis à un moment, ils ressentent trop sur la partie présent. Enfin, trop, je sais pas, mais en tout cas, c'est bien fait. Et après, il y a la partie procès qui arrive. Donc tu vois vraiment le découpage en 2 parties, ce qui est un peu peut-être trop visible et un peu, je pense que les gens se sont un peu fait chier sur la fin. Et je comprends pourquoi, même si cette partie, encore une fois, est très intéressante. Moi, je peux comprendre. Je trouve qu'il a cherché un peu d'ambiguïté. Après, ne connaissant pas le bouquin, parce que c'est vrai que c'est un biopic, parce que c'est une personnalité qui a existé, donc voilà. Et puis beaucoup d'autres personnages célèbres sont présents dans le film. Mais du coup, c'est vrai que je pense que ça doit être le parti pris du livre aussi de départ, du matériau de départ, parce que effectivement, tu n'auras jamais le point de vue des gens. Enfin, tu n'as pas de scène de guerre, en fait, finalement. Non. Et cette abstraction-là, parce que tu sais que ça existe, tu peux difficilement passer à côté aussi, et je veux dire, et ne pas, entre guillemets, en tenir compte, parce qu'on a tellement, on connaît tellement les dégâts qui ont été faits par ça. Je trouve que c'est un parti pris qui est assez intéressant, parce qu'à la limite, je trouve, moi, Nolan, par ailleurs, dans ses films, aurait tendance à trop en montrer souvent. C'est vrai. Donc, bon. Mais je suis d'accord avec toi, en fait, tu fais 2 heures très très dense en termes de dialogue. Pour moi, je trouve qu'en termes de dialogue, on est sur un film, c'est pas loin de ce que peut faire un peu un Sorkin avec Social Network ou Job. Hein, ça enchaîne. Les dialogues sont excellents. Hein, c'est pas le souci n'est pas là d'ailleurs. Mais vraiment, bon, là, c'est dense quoi. Là, ça cause. Donc du coup, effectivement, peut-être que quand tu arrives à ces fameux 2/3, t'as un petit coup de mou. Et puis, faut enchaîner. Et là, c'est un peu dur. Mais d'ailleurs, pour revenir sur l'aspect biopic, souvent les biopics, comme tu le disais, sont assez consensuels. Je pense que c'est pas vraiment le cas de ce film-là. Et il y a aussi souvent plutôt une tranche de vie dans ce biopic qui est choisi sur telle ou telle personnalité, plutôt qu'un temps long. Là, vraiment, on le suit sur 25 ans à peu près de sa vie, un truc comme ça. Et je trouve que ça permet effectivement, du coup c'est long, mais il a besoin de ce temps-là quand même pour explorer tout ça. Et ça permet aussi de pas s'arrêter trop au mauvais endroit, ni de commencer trop tard, quoi. Parce qu'on aurait tout à fait pu commencer en 44, tu vois. Là, il te donne l'opportunité quand même de voir que Oppenheimer, certes, c'est un scientifique qui est brillant, mais c'est aussi un homme à femme, c'est quelqu'un qui a des problématiques aussi pour gérer sa colère. Il y a des choses comme ça aussi, des petites touches qui sont intéressantes et qui, l'air de rien, tu les enlèverais du montage, tu manquerais des trucs. C'est pas ça, moi, qui m'a dérangé, mais je suis entièrement d'accord, c'est pas ça. En plus, j'aime beaucoup la façon dont il amène ce côté génie, respecté par ses pairs, absolument, mais en même temps, personne le comprend vraiment, parce qu'en fait, il est au-dessus du lot, quoi. Enfin, il est exceptionnel, en fait, c'est un homme exceptionnel. Mais j'aurais bien aimé qu'on travaille encore plus ça, que Nolan aille encore plus loin sur ce côté figure complètement... c'est limite un dieu en fait de la science à côté d'Einstein, quoi. Enfin, c'est les 2 pères de la bombe, et même si Einstein a refusé après lui de bosser dessus, mais c'est eux 2 qui ont été responsables de tout ça en partie. Et tu dis, ouais, je sais pas, aller plus loin là-dessus, quoi. Oui, on voit son côté homme à femme, on voit son côté peut-être colérique. Je trouve qu'il s'attarde trop sur le côté communiste tout le temps, même si ça fait partie intégrante de sa vie. Ou non, c'est chiant. C'est hyper important, mais c'est vrai que c'est redondant. Intéressant. Parce qu'en fait, c'est vrai que tu mets de côté la guerre dans le sens la Seconde Guerre mondiale et les résultats de la Seconde Guerre mondiale. Par contre, tu as une présentation en sous-fond de la guerre froide qui est quand même vachement intéressante. Ouais, allez-y, ouais, moi j'ai moins été convaincu. C'est des éléments de scénario, mais de second ordre, hein, c'est pas le truc principal, mais je trouve dans la façon dont le rôle de Matt Damon, les interventions des militaires et des politiques, etc., parce qu'il y a une telle palanquée de personnages que, qui vont tous être plus ou moins des archétypes parfois, parce qu'ils n'ont pas un temps de présence significatif des fois, malgré les 3 heures. Je trouve que ça
il y a un côté assez intéressant de la part de Nolan, parce que le film, d'habitude, sur ce genre de choses, la personnalité qui est mise dans le biopic est mise en avant, t'as que des points positifs, tu vois. Oui, ouais. Et là, c'est pas du tout le cas. Il y a même une ambiguïté, je trouve, sur le traitement même des États-Unis dans cette période. Je trouve C'est ça, vrai. c'est assez intéressant. Il y a quand même C'est vrai, ouais. peu de réalisateurs qui tentent ce genre de move. Ce qui peut Ouais. peut-être d'ailleurs Ouais. lui être un peu préjudiciable pour les Oscars, parce que c'est comme pour un film C'est qui possible. pourrait. Bon, je le vois mal gagner un Oscar, Oppenheimer. Enfin, en tout cas, pas pour le Bah, meilleur j'ai film peur aussi. je sais pas. Va falloir. Je pense Bon, qu'il après, va on en sait que gagner les quelques-uns. Oscars, c'est quand même une histoire de sponsoring un peu, hein. Oui, voilà, Oui, ouais. c'est vrai. Mais c'est Ça une dépend, ça histoire tellement dépendra touchy. effectivement. Ouais. Ouais. C'est tellement compliqué, enfin, justement, de mettre en avant je sais pas, mais il y a un côté imitation game, évidemment, qu'on retrouve Ouais, tout de aussi. suite voilà, dans Ouais, le j'y ai film. pensé, moi aussi, en le voyant, ouais. Le début, notamment, je trouve. Ce côté un peu, c'est à Cambridge, c'est ça, enfin, et Ouais, voilà, il y a ce truc ouais. anglais voilà, qui ressort un peu, donc voilà, ça marche bien. J'ai Bah, bien aimé. le film, sinon, moi, je trouve ça me fait le plus penser, en ayant quand même quasiment rien à voir, mais dans le côté film somme très long, avec enquête surtout, il y a JFK. Ça, Oui, bah oui. Oui, oui, complètement. Et Complètement JFK. ensuite, voilà, après, mais c'est pas forcément pour le scénario. Bah, quand on parle d'un biopic, je trouve que c'est pas forcément pour le scénario à proprement parler, parce que c'est toujours pareil, le point de vue va compter. Je trouve au moins que là, il y en a un, quoi. Il y a Donc un vrai point de vue. Ouais. Et en fait, positif. depuis le début, moi, je crois que vous avez apprécié ce côté justement très factuel et très cool, point de vue anglais, etc. Il y avait vraiment un choix de réalisateur et de scénar. Moi, je pense que ce qui m'a manqué, c'est ce côté thriller, en fait, que j'aurais bien aimé Ouais, avoir. je Parce que tu comprends. te dis, en fait, c'est un truc, c'est pas que un truc de guerre pour moi du tout. Hein. C'est vraiment autour de cette figure qui est plus ou moins inédite et il y en a très peu et c'est la première fois qu'on fait un biopic sur ce mec-là Ouais. et qui a inspiré beaucoup de personnages de la fiction aussi, hein, Oppenheimer qui a inspiré beaucoup de choses même dans la pop culture parce qu'on parle de pop culture nous toutes les semaines et tu dis ouais il y avait quelque chose à faire, il y avait vraiment un thriller noir peut-être à faire, il y avait quelque chose, il tente de temps en temps avec ce côté, il y a peut-être des espions à l'intérieur de Los Alamos, donc là où se déroule le test Trinity, il y a des choses comme ça, mais en fait je trouve que ça retombe toujours un peu comme un soufflet, c'est tout de suite désamorcé par autre chose sur le communisme en général. Je crois que ça m'a saoulé, franchement, toutes ces références au communisme, oui, là, il bossait avec des jeunes, oui, on sait, oh là là, c'est bon, passer à autre chose. C'est-à-dire que c'est difficile d'en faire moins parce que cette époque-là, en fait, aux États-Unis, c'est tellement ça. Le moment où il y a ce procès, c'est dans les années 50 et honnêtement, le macartisme, c'était sur toutes les bouches et le communisme, c'était vraiment le truc à abattre, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il en fait trop, mais en fait, il peut pas vraiment en faire moins, je pense, malheureusement. Peut-être, ouais. Peut-être. Donc, en fait, c'est vrai que c'est factuel et je comprends que en fait, ça devienne relou. Mais bon, c'est comme ça. Après, encore une fois, le film est plutôt bien construit, je trouve. En tout cas, la première moitié, les 3/4, je trouve, sont très bien foutus. Et si je sépare les deux parties, en fait, vraiment la dernière partie, qui est un peu plus la partie procès, elle est super bien construite aussi, parce que, pareil, ça monte en puissance et en pression, et c'est génial. Le montage parallélisé, bon, on sait que Nolan est très fort là-dedans. C'est un génie là-dessus, il est très fort. Il est quand même vraiment pas mal, quoi. Ouais, c'est la première chose que j'ai dit à Thomas. Et puis c'est quand même le moment où les morceaux de bravoure d'acteurs sont les plus costauds aussi, quoi. C'est vrai. On y reviendra tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'on a dit à peu près ce qu'on avait envie de dire sur le scénario et on avance sur la réal, du coup, parce qu'on commence un petit peu à en parler. Ouais. Je vous propose de noter, du coup, la partie scénario. Donc, pour rappel, on a 5 notes. S, A, B, C, D. S, c'est excellent. A, c'est très bon. B, c'est bon. C, c'est moyen. Et D, c'est mauvais. Alors, quelle est votre note, vous ? Eh bien, moi, je me lance, je vais donner A, évidemment, quand même, faut pas déconner. Ça reste un très très bon scénario qui est extrêmement bien écrit. Moi, c'est plus au niveau de la forme, en fait, que ça me gêne. Parce que je pense, il n'y a pas grand chose à acheter, excepté, voilà, peut-être des répétitions de choses, voilà, au niveau du communisme. Encore une fois, j'arrête. Mais sinon, en vrai, c'est plutôt très très bien construit, très bien foutu, très bien écrit au niveau des dialogues, surtout. En fait, c'est parce que c'est ce que tu disais avec JFK. Il y a ce truc de film d'action en fait à travers des dialogues, quoi, qui est assez fou. Et tu sens que c'est l'inspi, c'est une bonne grosse inspi de Nolan pour celui-là. Et puis, pas oublier que Nolan niveau construction narrative,
au-delà du montage, il sait où t'amener tout de suite et il te perd pas trop. Moi, à part le name dropping qui est un peu trop présent, je trouve, parce que je suis peut-être pas assez non plus conscient de tout ce qui s'est passé à l'époque et je connais pas assez tous les acteurs en fait de cette époque-là, politiques, scientifiques, etc. Je trouve que quand même, il arrive à mener son truc d'une main de maître et tu te perds jamais ou quasiment jamais sur la suite de l'action, quoi. Ouais, ça c'est fort ça quand même. Donc ah ouais. Sylvain, ta note? Eh bien, je vais mettre A aussi. Je je me vois pas mettre S dans le sens où je considère pas forcément que le film, sa force principale soit juste le scénario, mais je trouve par contre, parce que je reproche à Nolan un peu ça, c'est-à-dire que derrière des aspects assez complexes de films, qu'on a pu voir, Tenet, c'est je pense le momentum de cet aspect-là, mais on le sait avec Memento, il avait commencé aussi un peu comme ça, bah, c'est pas forcément, même s'il est un peu, il est scénariste aussi, et c'est pas forcément là où je le trouve le meilleur, par ailleurs. Je trouve que c'est vraiment dans ses concepts plutôt qu'il est fort. Mais par contre, c'est très solide, ouais, ça c'est sûr. Bah, ce sera un A également, donc on a 3 A pour le scénario, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer pendant 20 minutes. Parlons réalisation et montage, du coup, pour ce film Oppenheimer. On en a parlé déjà un petit peu. C'est un film qui a un montage enchâssé sur le procès et la vie d'Oppenheimer, mais qui en plus a ses sauts de puce, comme je le disais tout à l'heure, avec des flash-forward, des flashbacks, qui nous permettent d'évoquer un petit peu plus de façon non linéaire la vie d'Oppenheimer. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la réal de Christopher Nolan et son montage, puisqu'on sait que tout ça, ça va ensemble chez ce réalisateur? Bah, je peux commencer aussi, hein, mais vraiment, j'en ai parlé un tout petit peu avant, le montage est incroyable. C'est vraiment le truc qui m'a marqué dès que je suis sorti de la salle de ciné. Je me suis dit, en fait, là, il a encore poussé encore un peu plus loin ses talents bon, c'est pas lui qui monte, hein, évidemment, ses films, mais en tout cas, il s'entoure très bien pour le montage. Et là, vraiment, c'est assez exceptionnel. On n'est jamais perdu. Le seul reproche que je peux faire au montage, c'est que justement, ça aurait pu être un peu plus resserré sur certaines scènes et ça aurait mérité aussi peut-être un peu moins de temps de film, parce que 3 heures c'est peut-être un poil long. Je trouve que 2h40 ça aurait été très bien, mais au-delà de ça, non, le montage est assez exceptionnel. En plus le tournage a duré peu de temps, hein, je crois que Même ça a pas duré... 2 mois. C'est ça. Et quand tu dis le nombre de lieux dans lesquels ils ont tourné, voilà, le nombre de différentes époques, parce que tu l'as dit aussi, c'est 25 ans à peu près, enfin voilà, on le voit jeune et assez vieux, tu dis bon, bah il y a quand même vachement de taf qui a été fait là-dessus. Et ça déroule tout seul, quoi. Tu sens que le mec, c'est du papier à musique et il sait ce qu'il a en tête, il le fait. Et à l'écran, c'est transposé exactement, je pense, comme il l'avait envisagé. Donc le montage, incroyable, quoi. Sylvain, ton avis sur la réal et le montage? Eh ben, moi, quand je suis sorti, le montage aussi m'avait frappé, mais je trouve qu'il y a un truc très fort sur le son dans ce film. Il y a le montage sonore, le sound design avec la musique, Bien sûr. ce qui fait qu'il rend, sans spoiler, une scène marquante. On va dire, c'est des effets pratiques, quoi. Ça permet un peu de manière virtuose d'abord d'enchaîner, parce qu'il a quand même effectivement une timeline qui est du coup très morcelée. Il y a des allers-retours, il y a pas mal de choses, et puis énormément de personnages. Et du coup, il y a des petites expositions dans des scènes qui n'en paraissent pas. Enfin, il y a énormément de choses qui se passent. Et la glu, c'est vraiment le son. Et je trouve que là, waouh, c'est du très costaud. Je crois que c'est un Suédois qui lui fait sa musique aussi. Ludwig Göransson, aussi le sound design, je sais pas. Parce qu'Hans Zimmer est sur Dune, c'est pour ça, non? Oui, Hans Zimmer est sur Dune, mais je crois que c'est pas la première fois qu'ils travaillent ensemble. Non, il me semble pas non plus. Sur Tenet, justement, parce que... Il me semble, ouais. Mais je trouve que là, ça donne du sens, et en fait, c'est à travers ça qu'il peut enchaîner autant de dialogues, et que ça fonctionne quand même, et on se perd pas, etc. Et après, moi, j'apprécie relativement le fait qu'il soit un peu resté dans une veine peut-être un peu plus classique, et je trouve que c'est presque mieux que quand il overcomplexifie, ou qu'il va rajouter des éléments formels par-dessus. Alors, ça s'y prête peut-être un peu moins que si on fait Interstellar ou Tenet, c'est certain. Mais... cette sobriété lui va bien. Moi qui étais un peu retombé de Nolan, pour être très honnête, en prenant sa filmo, pour moi, c'est un peu, de mon point de vue à moi, c'est un peu un comeback. Ouais, complètement. Il y a un côté, le prestige, je trouve, dans le montage, dans la réal. Il y a un côté, c'est un peu un tourbillon, au fur et à mesure, ça avance de plus en plus vite, et puis là, tu te retrouves voilà, au niveau de l'explosion, sans spoiler, mais tout le monde le sait, on va pas, ça va, c'est bon, il y a une explosion évidemment dans le film. Ça fait partie des choses qu'on vend sur le film, donc voilà, tout le monde est au courant. Et puis cette volonté
de tourner, enfin, je veux dire, Nolan est un très bon vendeur de cinéma, c'est-à-dire le 70 mm, l'IMAX, tourner dans des décors réels. Parce que là, l'IMAX, pour faire des scènes de dialogue, on pourrait se dire, c'est complètement teubé de faire ce choix-là. Ouais, mais sauf que tous les plans extérieurs, du coup, ils ont une gueule incroyable. Et voilà. Donc, bon, bah. Et puis même, en fait, je trouve que ça donne un cachet. Il y a quand même des gros plans de Cillian Murphy, évidemment, principalement. C'est vraiment, non, ça donne une patte qui est vraiment. Il le filme super bien. Il le filme incroyablement bien, Cillian Murphy. Et il y a des gros plans sur lui, c'est assez fou dans ses yeux. Parce qu'il y a aussi un avec truc une dans les yeux. évolution physique. Alors évidemment, il y a du maquillage, il y a des choses, mais il y a aussi vraiment la façon dont tu filmes, le cadrage, la lumière qui va impacter ça. C'est vraiment fou, quoi. Il y a quand même des scènes très très longues dans une pièce minuscule avec beaucoup de personnages et tu t'ennuies pas. Je trouve quand même il arrive quand même à trouver. Non, ça se passe littéralement dans un placard à balai, quoi. Et le mec arrive à te filmer ça en mode non, en fait, c'est The Place to Be, c'est incroyable ce qu'on va te montrer dedans, quoi. Tu fais, ok. Et puis, comme je dis, les effets pratiques, même la scène de l'explosion, la façon dont elle est faite, sans tomber dans un truc où tout d'un coup, tu aurais eu l'impression que je sais pas qui à la réal, bam, là c'est l'équipe CGI qui a tourné la scène en fait. T'as pas du tout ça. Tout se tient à ce niveau-là en termes de réal, de bout en bout. Il n'y a pas tout d'un coup un truc qui est over spectaculaire par rapport à un truc qui est plus intimiste. Je trouve vraiment là une copie très très costaud, quoi. Je reviens un petit peu sur ce que tu disais, sur le fait de rendre un peu intéressant des scènes qui sont dans un placard à balai. Et moi, ça m'a tout de suite fait penser à 12 ans moins colère, en fait, de Sidney Lumet, où je trouve que tout le film se passe là-dedans. Et tu t'ennuies pas, c'est un de mes films préférés, tu vois. Et il y a vraiment ce côté-là. Alors, il a aussi des artifices qui nous permettent de rendre dynamique certaines scènes. Bien sûr, beaucoup de personnages qui gravitent dans ce placard à balai, entre guillemets. Et donc, du coup, il s'en sort très très bien, alors que ça pourrait effectivement être très très chiant. Et là-dessus, pas du tout. Et donc, bon, je vais pas répéter tout ce que vous avez dit, mais c'est vrai que c'est très impressionnant sur la réal. Évidemment, on y reviendra du côté de design, la scène de l'explosion et le fait qu'on refuse catégoriquement de faire des effets spéciaux dans ce film. C'est très impressionnant. Alors que c'est faux, entre guillemets. Parce qu'il y en a beaucoup. Oui, il y a du fond vert, il y a de la correction d'image. Bien sûr. Voilà. Mais il fait croire à tout le monde qu'il n'y en a pas, ce qui je trouve ça. Exactement, mais comme toujours. Et donc, il y a ce truc-là. Moi, j'ai beaucoup aimé, évidemment, le fait que on profite quelque part de cette scène marquante de l'explosion. Chose qu'on ne fait pas dans Mission Impossible 7, par exemple. Bon, bref. Référence à un futur Mission Impossible 7. Je suis entièrement d'accord, mais je pense que l'IMAX vaut plus le coup peut-être pour Mission Impossible que pour un Oppenheimer. C'est un autre débat. Ouais. Mais pour moi, en IMAX, avec le sound design et tout, dans une salle où tu dois sentir un peu les vibrations et la basse, ça doit être sympa. Oui, mais pour spécifiquement une scène, on va dire. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. En fait, il y a un côté forcené dans cette démarche de 70 mm et tout. Mais j'avais vu des critiques sur ça de gens qui disaient gars, on filme tout dans une salle plus des 3/4 du film, pourquoi tu réfléchis pas à une autre démarche de direction artistique? En fait, je trouve quand même qu'il y a des scènes extérieures qui ont vraiment de la gueule. Faut quand même toutes les scènes de construction du village, enfin de Los Alamos, travailler à Los Alamos, etc. Ouais. Bon, voilà. Non, il y a des éléments un peu fordiens ou un peu de dommage à Laurence d'Arabie parce qu'il fait des grands plans comme ça, etc. Donc, et puis, d'un point de vue cinéma, il y a ce côté âge d'or et tout, de vouloir le faire comme ça. Je pense que c'est comme ça, Nolan. Et au-delà de ça, même, lui, il précise que la vision IMAX 70 mm, c'est celle qui se rapproche le plus de celle de l'œil humain, en fait. Donc, en fait, c'est le truc qui nous paraît beaucoup plus réel qu'une simple projection 24 images qu'on a au cinéma. Et on peut pas non plus... Enfin, c'est quand même un cinéaste qui apporte énormément au cinéma. C'est-à-dire, il fait faire des évolutions techniques, il travaille avec les projectionnistes, les salles IMAX, c'est un parcours qui est intéressant, je veux dire, de ce point de vue-là. Donc bon, comme moi je l'ai un peu bâché dans les précédents films en me disant ouais bon ça y est on est en train de le perdre. T'es pas le seul, hein. Moi, c'est vrai que Nolan, j'ai adoré, j'ai un peu plus de mal ces dernières années. Et ça va mieux, quoi. Mais bon, voilà. Est-ce qu'on donne notre note je pense qu'on peut noter cette réal et ce montage. De mon côté, ça sera un A également, pour toutes les raisons qu'on a évoquées tous ensemble. C'est vraiment très bon. Il a une copie qui est vraiment très intéressante de ce point de vue-là. Et alors parfois, j'étais un petit peu
déstabilisé par le montage très très cut des dialogues. Moi, j'étais très proche de très proche de l'écran, et donc ça m'a vraiment marqué. Parfois, j'avais du mal à lire les sous-titres, et c'est parce que ça va très vite, ça dialogue très vite et ça cut beaucoup. Mais honnêtement, non, c'est très très bon. Et ben, moi, je vais donner A aussi, parce que voilà, le montage, surtout pour le montage, la réal. Il n'y a pas non plus d'idée de réal plus que ça, hein, on va pas se mentir non plus. Hein, c'est assez classique dans l'idée, dans sa façon de mettre en scène, excepté peut-être la bombe, qui est quand même. Mais sinon, on a déjà vu ça dans des films de procès. On a déjà vu ça dans d'autres, même dans des séries hein, qu'on fait ça aussi très très bien. Donc voilà. Mais au niveau du montage et de la construction, je trouve visuelle, c'est impeccable. Et donc je vais mettre A. Et bien Sylvain, pareil, ta note, s'il te plaît. c'est le triple A. C'est pareil. Incroyable. Je pense pas qu'on puisse aller à S. J'ai l'impression d'avoir vu sans doute plus original ou d'autres éléments. Mais c'est quand même très fort, faut reconnaître. Donc voilà. Ah. C'est clair. Bon, bah, j'ai l'impression que la note moyenne est en train plus ou moins de se dessiner là, avec 6A, mais bon, on va continuer bien sûr. Il y aura peut-être une autre petite note qui se glissera, on sait pas. Parlons acting et performance d'acteurs. Alors évidemment, c'est un film avec un casting long comme le bras, mais le phénix, le Prométhée de ce film, bien sûr, c'est Oppenheimer, c'est Cillian Murphy. Alors Cillian Murphy qui est incroyable dans ce film. Ouais. Il est assez maboule, incarné comme jamais, les joues creusées encore plus que dans Peaky Blinders. Enfin, le mec, il est vraiment, en plus physiquement, pour ceux qui ont vu le vrai visage d'Oppenheimer, voilà, en photo, en vidéo, en interview, il lui ressemble, je trouve. Il y a vraiment voilà, un côté similaire physiquement, et donc ça marche tout de suite en fait. Ça marche tout de suite, on y croit tout de suite. Il est complètement, un peu comment il prend du recul par rapport à tout ce qui se passe, parce qu'on voit que c'est un personnage en fait, donc la façon dont il l'incarne, hein, Cillian Murphy, il prend vraiment du recul par rapport à tout ce qui se passe, et en même temps tout se joue à travers ses yeux, parce que c'est un peu un taiseux en fait, Oppenheimer. C'est pas celui qui parle le plus dans le film, hein. Ça parle beaucoup autour de lui, on lui demande de faire beaucoup de choses, et lui derrière en fait voilà, accepte ou pas, mais on sent que il se passe beaucoup de choses dans sa tête, qu'il réfléchit beaucoup, et Cillian Murphy le retranscrit extrêmement bien. Et tu vois toute l'intelligence du type, tout le génie, toute la peur qu'il peut inspirer chez les gens, ou justement le respect, voilà, et c'est assez bluffant, et Cillian Murphy est un excellent acteur, mais là vraiment c'est assez incroyable. Ah ouais. Totalement. Vraiment. Moi, il y a un truc qui me frappe dans cette performance-là, c'est qu'il a ce côté vraiment hanté que pourrait avoir un personnage comme celui-ci. C'est-à-dire qu'il est à la fois obsédé par la potentielle découverte, mais du coup, et plus tard, il est aussi hanté par toutes les conséquences de cette découverte. Et là-dessus, tu le disais tout à l'heure, il y a un vrai truc dans le regard de Cillian Murphy qui est mais hallucinant en fait. Il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit pour qu'on puisse voir ce qui se passe dans sa tête, quoi. C'est assez dingue cette performance. Moi, je trouve en plus qu'il ajoute, étant donné que ça s'étale sur, on disait, 25-30 ans, il ajoute dans le langage corporel des différentes périodes de la vie d'Oppenheimer, il ajoute des choses qui nécessitent pas de dialogue. On identifie les différentes versions d'Oppenheimer un peu à la façon dont la démarche qu'il a. Il y a un peu le physique, s'il y a un gros plan, on va voir qu'il est un peu plus vieux, mais il y a vraiment une démarche d'acteur pour accompagner ça. Et je trouve que parfois il affiche une certaine arrogance, des certaines certitudes plutôt au début, du coup c'est plutôt le début du film, enfin des scènes qu'on voit parfois aussi qui sont parfois à d'autres moments dans le film. Et je trouve que là-dessus il joue vraiment bien. Il a une présence en fait qui est hyper forte. Et ce qui est hyper intéressant, parce que avant de voir le film, je m'étais dit Cillian Murphy va sans doute forcément être un peu de tous les plans, mais j'avais pas pensé que ce serait à ce point-là, et qu'en fait les autres personnages auraient il y a des vrais seconds rôles, mais il y a quand même des parts petites en global. Oui. Par contre, lui, il est présent avec les autres seconds rôles, il les fait briller aussi, parce qu'avec Emily Blunt, les passages avec Florence Pugh, etc., il y a quelque chose. Donc vraiment, performance énorme.
il y a un côté, on est tous un peu surpris que Cillian Murphy fasse des performances énormes, parce qu'il est rarement en premier rôle. Mais bon, en vrai, si t'as vu Sunshine, Le vent se lève, Peaky Blinders et tout, bah tu sais Même que 28 c'est jours plus passé, tard, hein. il était littéralement. Enfin, il était pas possédé dans 28 jours plus tard, mais la fin de 28 Non, jours ah plus mais tard, tu sais qu'il peut être fou ah oui, c'est et ça. que ça Moi, marche. moi Ouais. j'adore cet acteur. En plus, quand je trouve qu'il fait des choix de carrière vraiment pertinents. Ouais, Oui, c'est vrai. ouais. Donc voilà. Et là, vraiment, c'est mérité. C'est super cool en plus, Nolan, parce que c'est un acteur récurrent de Nolan. Et on peut parler du casting en disant que Nolan, il a le bras long, les gars, il les fait revenir tout le temps. Il manque Oui. juste Michael Caine, quoi. Ouais, malheureusement. C'est vrai ouais. que c'est Ouais. pas faux. Donc, Mais il y en a une d'ailleurs qui, je crois, est nouvelle dans le casting nolanien, c'est Emily Blunt. Ouais, elle n'avait De jamais joué mémoire, dans un c'est film la de première Nolan. fois qu'elle joue pour ouais, lui. je pense aussi, ouais. Ouais, ouais. Et, Même et Florence pour le Pugh, coup, évidemment. tout voilà, ça. alors Florence Pugh aussi, mais justement, il faut qu'on parle un petit peu de ces deux femmes, ces deux actrices, parce que c'est deux personnages qui ont une part importante, je pense, dans la vie d'Oppenheimer, et je trouve qu'elles ont toutes les deux leur moment à elles. Mhm. Alors évidemment, c'est très très réduit, hein, leur temps d'écran, Ouais. mais je trouve que Emily Blunt, notamment dans cette phase de procès à la fin, brille vraiment dans une scène tout particulièrement, où elle répond, et j'ai trouvé ça incroyable. Et Emily Blunt, je trouve que parfois on a un peu du mal on la perd un peu dans certaines productions, et là je trouve qu'elle montre ce qu'elle sait faire. Parce que la direction d'acteurs est monstrueuse aussi. Hein. C'est ça. Ils sont tous excellents, même les acteurs un peu moins Mais oui. bons, ils sont tous. Depuis combien de temps vous aviez pas vu Josh Hartnett jouer comme ça? C'est ça, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. C'est qu'à un moment donné. C'est ça, en fait, ouais, tu te dis Josh Hartnett, il passe très très bien. Et là, ce qui est fort, c'est que Nolan, je trouve, avec son casting, il a inventé le MacGuffin d'acteur. C'est-à-dire C'est-à-dire que, par exemple, Rami Malek, à un moment donné, tu peux pas croire que le gars vienne pour le peu de scènes qu'on voit parfois dans le film sans spoiler, donc tu te dis forcément, ça va servir à quelque chose, parce qu'on sait que Nolan, le MacGuffin... Et je trouve que c'est hyper fort, parce que c'est pas du fanservice de faire ça, en fait, mais c'est hyper fort. Tu arrives à, juste avec des acteurs et des voix, un peu à densifier des moments courts. Alors après, on peut se poser la question de est-ce que c'est nécessaire d'avoir quand même Gary Oldman, Casey Affleck et compagnie, ça je sais pas. Voilà. En fait, c'est là où ça pose problème à un moment. Parce que tu vois le mème de DiCaprio dans Once Upon a Time où il fait hey ouais. En fait, je suis comme ça dans le cinéma à un moment, je fais mais oui, c'est lui. Ah bah je le connais. J'ai déjà vu. Et en fait, ça me sort un peu du film. En fait, j'aime bien quand il y a des acteurs moins connus qui viennent jouer des rôles importants aussi. D'une, ça les met en avant, c'est cool. Et deux, je sais pas, je vois Rami Malek en fait, parce qu'il est là 2 secondes. Donc j'ai pas le temps de m'imprégner du personnage de Rami Malek. Je vois Rami Malek qui est en train de dire, au fait, là. Sachant que Rami Malek joue Rami Malek d'une manière générale. Ah oui, si je peux me permettre. On est d'accord. Il y en a un autre dont il faut qu'on parle, c'est évidemment Robert Downey Jr., dont les épaules sont mises vraiment à contribution sur ce film-là, puisque c'est un film en 2 parties, comme on le disait, et il y a une bonne partie du film qui lui est dédiée à cette audition en fait ministérielle pour comprendre un petit peu. Donc son personnage c'est Louis Strauss, et l'idée c'est que il va être vraiment questionné par les membres du Congrès. Et c'est un personnage qui est très intéressant, notamment dans son écriture, qui va vraiment se déliter peu à peu jusqu'à ce que il implose en réalité. Oui, littéralement. Et c'est très intéressant comment il le joue, et lui-même le dit en phase de promotion, il était plus sûr d'être capable de tenir un rôle pareil. Honnêtement, quand tu le vois dans ce film, ça va, il a confirmation. Oui, c'est vraiment la prestation. On retrouve le Downey Junior de l'époque Chaplin. C'est un acteur excellent. Évidemment, avec l'incarnation de Tony Stark sur un temps aussi long, on a l'impression qu'on retient un peu que ça. Bien sûr. Mais je trouve là vraiment assez fort, parce que je pense que c'est vraiment comme ça d'impression. Je dirais c'est vraiment le second rôle à l'écran, en temps d'écran. C'est vrai. Et ensuite, en arc narratif, je trouve. C'est un des personnages qui subit la plus grosse évolution à part Oppenheimer. C'est-à-dire, les autres restent quand même dans des archétypes un peu. Emily Blunt et Florence Pugh un petit peu différents, mais là, lui, une partition est vraiment très très fort. À la fin, il est lui aussi avec peu de choses, des fois. Il a beaucoup de dialogues, mais on lui demande pas justement d'exploser comme un Tony Stark, d'être drôle comme dans Kiss Kiss Bang Bang, de faire des trucs, voilà. Non, c'est vraiment, on reste sur une ligne.
Il faut qu'il soit jusqu'au bout sur cette ligne-là. Et tu sens qu'il est un peu en retenue, même, Downey Jr., parce que c'est quand même un petit rigolo, quoi. Même en interview, à chaque fois, il arrête pas de déconner. Et là, tu sens que dans ce truc-là, il aurait peut-être envie d'aller plus loin. Et il le dit même, justement, dans des interviews, que Nolan lui a dit non, tu restes vraiment sur cette ligne-là, tu ne bouges pas, et on va voir ce que ça donne. Et ça lui a fait le plus grand bien, parce qu'il arrête pas de dire qu'il est trop content d'avoir tourné dans le film, quoi. Et d'ailleurs, dans cette partie du film, j'ai bien aimé la partition de Alden Ehrenreich, qu'on avait un petit peu perdu de vue depuis le fiasco de Solo. Mais quelque part, là, il remontre aussi que il est bon, en fait. Il est très bon, d'ailleurs, face à Robert Downey Jr. J'ai beaucoup aimé, même s'il a très très peu de lignes de dialogue, il est vraiment très bon. Très très bon. Et il y a aussi Matt Damon, dont on n'a pas parlé, qui est quand même, pour moi aussi, peut-être un second rôle ultra important. Enfin, il a beaucoup de temps d'écran avec Cillian Murphy, et qui est, je trouve que le duo fonctionne très très bien entre les deux. Cette dynamique de militaire versus scientifique, donc c'est vraiment le cliché, mais qui est vraiment, qui a existé, et donc qui est super intéressant à mettre à l'écran. Et Matt Damon aussi a des moments assez drôles, justement, où il est un peu dépassé par ce qui se passe, par ce qu'il voit, et en même temps il doit aussi taper du poing sur la table. Il le fait très bien. J'aime bien les Matt Damon gros, ça me fait toujours un peu plus enveloppé, quoi, où voilà, il impose son truc, et ouais, je sais pas, non, il est bien dans ce rôle là, et tu sens qu'il prend du plaisir aussi à jouer. Tu sens qu'il prend du plaisir à être au tout début, ce personnage, j'avais un tout petit peu peur d'une forme de caricature, je sais pas pour vous, au tout début. Et en fait, non, il y a quand même un effort d'écriture, il y a un travail, il y a une composition aussi, puisqu'il y a un autre militaire à côté. Il y a Den Dehan, dont vous posiez la question de qu'est-ce qu'il faisait pendant l'épisode des Spider-Man. Oui, c'est vrai. Donc voilà, il est là, il passe une petite tête. Pas si mal non plus, d'ailleurs. Il joue pas trop mal. Et du coup, on a deux archétypes militaires, un peu. On a deux... Non, voilà, c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'après, le temps d'écran et de développement des personnages à côté, même Einstein, etc., qui est joué par Tom Conti et tout, bon, c'est pas anecdotique, c'est important pour le film, mais ça permet pas de développer non plus. Là, faut passer en mode série après. Ouais, c'est ça. Le truc d'Einstein, c'est que c'est la toupie d'Inception, quoi. C'est un peu ça. C'est tout à fait ça. C'est ça, en fait. Donc bon, à la limite, c'est pas trop grave qu'il soit pas incarné. Et puis c'est mieux parce qu'Einstein, il faut peut-être le garder un petit peu en figure côté, un peu. en figure un peu, voilà. Qui est bien d'ailleurs dans le film, bien traité. Super, très très bien. La figure du vieux sage, et qui donne un petit peu la finalité du film. Du coup, on va pas spécialement spoiler, mais assez intéressant cette scène, j'ai trouvé. Notons l'acting, je vais vous proposer de noter l'acting. Moi, j'hésite à mettre un S en fait. Pour Cillian Murphy déjà. Et tout le reste, en fait, c'est tellement, ça se tient tellement bien que moi, je vais mettre un S, en fait. Ouais. Non, mais je vais même pas hésiter, parce que oui, tu l'as dit, Cillian Murphy, et puis surtout la direction d'acteur de tout le monde, quoi. C'est assez impressionnant. T'as l'impression qu'il peut faire jouer ton voisin aussi bien qu'une star de cinéma. Donc ouais, non, c'est assez fou. Et donc ouais, je vais mettre un S aussi. Ouais, pareil aussi. Moi, je trouve que pour Cillian Murphy, mais même le casting, mais on se retrouve pas dans un casting, c'est pas Ocean's 11, c'est pas le casting que de potes qui sont contents d'être là. Et c'est très incarné. Il y a quand même pas quelqu'un qui passe à côté, quoi. Ouais. Donc c'est fort. Belle partition collective en plus, quoi. Ça marche. Allez, rapidement sur le design, puisqu'il nous reste à peu près 10 minutes de temps d'enregistrement. Le design, évidemment, donc la musique, on l'a déjà un petit peu évoqué. Ludwig Göransson à la composition, j'ai trouvé très très bon. Et du coup, la partition mixage sonore va avec, tout particulièrement avec le montage. Et ça, c'est un truc qu'on peut pas enlever à Christopher Nolan. Les décors, que ce soit extérieur ou intérieur, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Et puis, la composition de cette séquence d'explosion qu'on laisse un petit peu durer et dont on traite d'ailleurs un petit peu plus tard des conséquences morale sur Oppenheimer, mais aussi physiquement dans la caméra. Moi, j'ai bien aimé ces séquences-là. On n'en fait pas trop, d'ailleurs, mais on en fait un petit peu. La séquence, notamment, où il donne son discours, là, qui est évidemment extrêmement intéressante, parce que on aurait pu utiliser des images d'archives dans ce film, et pas du tout. On figure un petit peu tout ça dans certaines scènes, et c'est, je trouve, assez malin d'avoir fait ça comme ça, parce que souvent dans les biopics on utilise des images d'archives, on des incrustations d'acteurs pour essayer de faire en sorte que ça marche, et après roule ma poule, mais là pas du tout.
Et j'ai trouvé ça assez intéressant comme choix de design. Ouais, c'est un très bon point, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais oui, il n'y a aucune image d'archive. Tu t'en as parlé, mais le côté musique, montage, vraiment, à un moment, je me suis surpris en fait à me dire, ouais, je suis déjà en fait plongé là-dedans. Alors c'est que du dialogue, et d'un coup, tout s'accélère, tout s'accélère, tout s'accélère. C'est vraiment, encore une fois, je vais le redire, mais pour moi, le point le plus important de ce film, c'est le montage. Je trouve qu'il vraiment, il s'est dépassé, et donc ça se voit au niveau évidemment du design aussi, quoi, visuel comme audio. Et là-dessus, il n'y a rien à dire. J'étais un poil peut-être déçu par la bombe. Je suis désolé, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait, oui, mais en même temps un peu attendu, un peu convenu aussi. Oui. En fait, j'ai vu ce que j'attendais de voir, enfin ce qu'on m'avait promis. J'ai pas été surpris, subjugué non plus. Donc bon, là-dessus, puis peut-être trop de marketing aussi. Hein. Oui, sans doute. On en a trop vu. Malheureusement, on voit trop de trucs. Mais au-delà de ça, non, c'est même l'attention aux détails sur les costumes aussi. C'est ultra bien fait. Enfin, je veux dire, c'est assez fou que. En reconstitution, c'est assez incroyable. Donc non, ouais, design, il est à tomber, quoi. T'en as pensé quoi, toi, Sylvain ? J'ai vraiment aimé cette volonté d'être justement réaliste, même dans la photo, dans le grain, de poser quelque chose de... À aucun moment, alors que Nolan, c'est quand même un réalisateur qui tend un peu vers la science-fiction, en fait, à aucun moment on sort du concret, et je trouve ça assez fort, parce que le montage, les visions qu'il peut avoir, certaines choses pourraient, si tu les pousses un peu trop, t'emmener un peu vers ça. Il y a quand même 2-3 séquences, c'est pas totalement du design, mais où je trouve qu'il va un peu chercher, pas dans le film de genre, mais justement celle où il y a le discours, elle fait un tout petit peu flipper, il y a des petits trucs comme ça, mais c'est au cordeau et tout, et ouais, la photo d'Oitema encore dingue. C'est ouf. Et non, franchement, c'est archi bien produit là-dessus, c'est super fort. Et puis et surtout, il n'y a pas de... ce que parfois on pourrait lui reprocher, c'est-à-dire il n'y a pas de surenchère, c'est-à-dire la scène de la bombe, à la limite, moi, elle me déçoit pas, parce que j'en avais très peur. Je m'étais dit, c'est peut-être celle-ci où il va partir en cacahuète, tu vois. Et en fait, il y a une espèce de montée en puissance, et quand elle arrive, en fait, t'es pris, parce que, je sais pas, il y a un effet de le temps s'arrête un peu, quoi. Mais c'est ça. C'est quand même assez fort, parce que il est plus dans les réalisateurs qui lâchent les chevaux d'habitude, quoi. Oui, c'est vrai. C'est marrant, mais en fait, cette séquence, tu la donnes à tourner à Michael Bay. C'est pas du tout la même séquence. Non. En termes de montage sonore, non plus, tu vois. Ça n'a rien à voir. Et je trouve que justement, il prend le contre-pied de ce qu'on pouvait attendre d'une séquence comme ça. Et je trouve que c'est assez malin de ce point de vue-là. En fait, je l'ai comparé à la séquence de Star Wars, les derniers Jedi, où il y a le vaisseau qui traverse à vitesse hyper-lumière dans le film, qui est une séquence sans son, sans musique, sans rien du tout. Et à l'époque, je l'avais trouvée beaucoup plus intéressante que celle de Nolan, en fait. Mais c'était une surprise à l'époque, on s'y attendait pas non plus à cette séquence-là. Et c'est ça que j'avais aimé. Et là, dans Nolan, en fait, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, mais en mieux ailleurs. Et en plus surprenante. Mais attends, je crois qu'on n'a pas le droit de dire du bien de Star Wars 8, parce que le consensus sur Internet, tu sais, c'est que tout le monde déteste ce film. Star Wars 8, on n'a pas le droit de donner des avis positifs sur ce film. Désolé. Pardon. On s'excuse. Mais non, mais voilà, c'est tout ça pour dire que je pinaille, hein, évidemment, c'est extrêmement bien fait et construit, et la photo est folle, et tout est assez magistral, mais c'est juste pour gratter un tout petit peu là où je peux gratter. Et c'est vrai qu'il aurait pu, comme tu dis, Sylvain, partir un peu trop loin au niveau des visions, au niveau justement des effets en fait, à l'intérieur de la bombe. En fait, c'est un peu ce qu'on comprend. Pour faire un parallèle avec un autre réalisateur, je me dis, tu confies ça à Danny Boyle, ça peut un peu partir en sucette, par exemple, tu vois. Sunshine, tu vois, on est à la limite de ce que Danny Boyle... Sunshine, j'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai que à la fin, ça commence à être... les potards sont un peu trop proches des bords, quoi. C'est le problème de Sunshine, c'est la fin. De toute façon, par ailleurs. Ouais. Même si c'est pas inintéressant, il y a un côté inachevé, il y a un truc qui fonctionne. Mais les 3 quarts de Sunshine fonctionnent super bien, quoi. Mais si tu regardes Danny Boyle, c'est un peu ça. Il y a toujours un petit côté, il y a un petit dérapage à un moment donné, quoi. Non, là, en plus, je pense que déjà avec Dunkerque, il avait réussi à prendre film de guerre, et il avait nolanisé le truc un peu, quoi. Et là, on retrouve un peu ça.
Bon, moi, Dunkerque, j'étais quand même un peu passé à côté parce que je trouvais qu'il y avait un côté un peu artificiel de la triple de timeline, ceux sur la Terre, sur l'eau, sur l'air, etc. Je trouvais on retombait sur, pour moi, des artifices qu'il a de temps en temps. Sauf que là, non, tout sert tout le temps. Le design, les personnages, le film est long, mais c'est pas si évident que ça de se dire, tiens, j'aurais coupé des trucs. Alors que là, Non, oui, tu c'est me vrai. filmes Mission Impossible 7, moi je te l'emmène à 1h45, quoi. Ouais. Mais tu mais écouteras c'est vrai. notre pop tier sur Mission Impossible. Il y a T'inquiète beaucoup pas. il y a beaucoup de films comme ça où on en sort, on dit c'était trop long, et ça, très clairement, j'aurais pu couper 20 minutes, tu vois. Mm. Que le seul film là, c'est compliqué. Ouais. Je vois pas trop ce que tu coupes. En fait, tout à l'heure, je disais T'as envie de couper, mais en raccourcir, fait, c'est peut-être, je plus sais pas. remanier. En fait, Oui, je remanier comprends, bien la sûr. narration, remanier le montage là-dessus. Bien Son montage est incroyable, mais je trouve qu'il aurait pu Ouais. aller encore plus loin Ouais. sur le côté. On passe d'une époque à l'autre et là, ça se voit, je trouve. Ouais. Ouais, il y a des trucs aussi. Nolan est très bon, mais il a quand même des tropes qu'il utilise tout le temps. C'est Bien les clichés sûr. de Nolaniens et tout qui Ouais, ressortent, bien sûr. qui ressortent un peu moins, je trouve, dans celui-là aussi. C'est C'est peut-être pour ça que je l'aime un peu plus aussi. Tenet elle est trop loin là-dessus. Là, celui-là, au moins, il redescend un petit peu. Bah, Je pense qu'il s'est pris aussi il s'est pris Tenet dans la gueule aussi un peu, je pense. Peut-être, Nolan. ouais. Parce que J'imagine. tout le monde a... Même si, Enfin, même si c'est peut-être un peu caché derrière la période Covid en disant, bon, c'est un échec, mais limité, vrai. parce que voilà. Oui, bien sûr. Bon. Mais les critiques, quand même, Oui. tu vois, t'es pas tendre À un non moment plus. donné, Là, les critiques, elles sont unanimes sur c'est ça. Oppenheimer. C'est- Ouais. ouais. Le film m'a fait un peu peur au début quand il mettait, tu sais, des incrustations d'autres choses pour montrer un petit peu la fission de l'atome, des choses comme ça. Je me suis dit, oh là là, il va me faire un Tree of Life, je vais détester. Et en fait, pas du tout. Ah oui, Tree of Life, ça marche très bien aussi comme... J'aime pas du tout ce genre de truc parfois ou un peu artificiel, tu vois, et je trouve que ça l'est pas du tout dans ce film. Et je trouve très intéressant, je sais pas comment ils ont fait ces séquences-là, mais elles sont très jolies. C'est pas en effet pratique, hein, c'est sûr. Non, Bah, c'est à voir en fait. Est-ce que tu filmes par exemple, les scènes de ce que j'ai compris, les scènes où on a l'impression que les éléments de décor derrière lui tremblent, bah a priori ils ont fait des effets pratiques pour le faire. Donc, Oui, ça me surprend pas. Oui, ça ouais. Mais avec une lumière blanche qui. Ouais. Mais après, il faut voir. On connaît Steven Spielberg, lui ne va pas hésiter à faire des effets pratiques des fois parce qu'il a tellement fait ça dans sa carrière que des fois c'est aussi plus facile. Je pense que quand tu es dans un délai court sur un film de ce type-là, où c'est pas ton budget CGI qui va prendre le pas, a priori, même si tu pourrais, parce que la simple scène de la bombe pourrait carrément tout engloutir. Je pense que c'est intéressant de tenir ça aussi comme ça, quoi. Là, la démarche est vraiment, je trouve, vraiment assez passionnante, et sur ce film-là, je trouve qu'elle marche vraiment bien. Je trouve que des fois, il se perd dans ses propres concepts, et là, c'est vrai. Ça donne pas la même chose. En plus, c'est lié à la narration et à l'histoire, parce que c'est très analogique, c'est la création d'une bombe à la main, enfin voilà, c'est pas un truc par drone ou des conneries, non, c'est vraiment la première bombe où les mecs, tu as très très peur quand ils commencent à l'installer, tu fais bon putain, faut pas que ça tombe, parce que sinon c'est mort. Mais il gère très bien cette tension-là d'ailleurs. Et la tension est très bien gérée, ouais, tout à fait. Donc, c'est ça, tu prenais l'exemple de Michael Bay, mais on n'a pas de plan complètement délirant, de caméra qui voyage, bon, avec une IMAX de toute façon pour faire ça. Ils sont en train de tourner autour de la bombe. Mais tu vois, ça aurait été waouh, c'est pas possible, je sais pas. Ça aurait été la déconvenue, là. Ouais, c'est clair. Putain, ouais. Bon, il est temps de noter le design, les amis, de ce film Oppenheimer pour atteindre notre note finale moyenne. Pour ma part, ce sera un A. J'ai hésité à mettre S, mais je pense que ce sera un A. Mais ce sera un A aussi. Eh bien, pareil. Très bien. On est sur un très gros alignement, les amis, là. C'est impressionnant, ça, quand même. C'est fou. Alors, ce qui fait 9A, 3S, donc ce qui donne une note finale moyenne assez facile à déterminer de A. Bon, c'est très bon, Oppenheimer. On a vraiment aimé, surtout après, moi, la petite déconvenue qui a été Tenet, et moi, j'avais pas trop aimé Dunkerque. Du coup, très content de le revoir à ce niveau-là. Je vais être évidemment très anxieux de voir son prochain projet. Hein. Je veux voir un petit peu ce qu'il va nous proposer. Mais en tout cas, cet Oppenheimer-là est de très bonne tenue. Il parle beaucoup de James Bond en ce moment, pas lui, mais les gens lui posent beaucoup la question, et c'est vrai que ça serait peut-être la suite logique. Quand tu vois Tenet plus Oppenheimer, je trouve que c'est un peu les deux en fait qui fonctionnent bien. Même si Tenet, on n'aime ou pas, hein, mais il y a un côté film d'action dans Tenet. Oui. Il y a un peu de James Bond dans son Batman en vrai. Hein. Exactement. C'est vrai. Donc ce serait pas déconnant qu'il fasse le prochain, quoi. On verra, on en parlera dans Pop News d'ici. Ouais, ça reste quand même un réalisateur qui arrive à faire
un film sur, je veux dire, de 3 heures d'Oppenheimer, il arrive à te rendre ce film-là un blockbuster qui cartonne, quoi. Enfin, je veux dire, le réalisateur est tellement attendu. Parce que Cillian Murphy, qu'on adore par ailleurs, n'est pas, c'est pas en termes de bankable, c'est pas Brad Pitt. Donc les gens vont pas se déplacer peut-être juste pour l'acteur. Et je trouve que voilà, Nolan, on est les premiers à se dire s'il y a un Nolan comme Fincher, quoi, pour moi en tout cas, ou un Tarantino, s'il est sur les tablettes dans l'année, t'as marqué la date, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Même quand t'es déçu. Mais des fois, surtout quand t'es déçu, des fois. Mais oui, tout à fait. Bon, et ben voilà, c'est terminé pour Pop Tier. Si vous avez apprécié le podcast, prenez le temps d'aller lui donner des étoiles sur votre application Apple Podcast ou Spotify et de laisser un petit commentaire, ça nous aide énormément. Et pour recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous simplement au flux du podcast sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram, TikTok pour ne rien rater des dernières actus pop culture. Et on a aussi une chaîne YouTube et Dailymotion pour ceux qui veulent découvrir nos visages. On vous invite aussi à écouter nos épisodes spéciaux Pop News qui reviennent en longueur sur les grosses actus pop culture du moment. C'est un format un peu différent à retrouver chaque semaine dans notre podcast. Et on se dit à très vite pour un prochain épisode de Pop Tier. Salut à tous. Salut tout le monde. Au revoir.